Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, ce 21 août, pour fêter l'Assomption, du crocodile de Saint-Martin au compte-rendu par René Guénon du livre d'Alice Joly sur Wiermoos. Donc voici cet ouvrage. 1938. Dans le site dit du crocodile de Saint-Martin, un certain Vivenza pointe chez René Guénon l'ignorance, le mépris, voire la négation pure et simple de toute réalisation relevant d'un ésotérisme chrétien dont les merveilles, comme de juste, sont conservées et transmises par le fameux rite écossais rectifié. Notons tout de suite, puisqu'il est question de christianisme, le caractère parodique du reptile initiant les vertueuses indignations de nos docteurs. En effet, comparé au saint au dragon magnifiquement sculpté que l'on rencontre encore en Bretagne, le dit crocodile, avec cela réaliste, fait pâle figure. Tout en renvoyant au personnage de Martinez de Pasquali, sorte de gros psychique, qui, à suivre son portrait par Alice Joly, a dû faire un effet bœuf aux imbéciles qu'il avait pour mission de tamponner. Alors, à contrario, je vous montre, c'est de l'art chrétien, n'est-ce pas? Voilà une marguerite au dragon. C'est en effet une constante du gouroulisme qu'une vitalité puissante, assortie d'un phénoménal culot, l'emporte sur des complexions plus fragiles, voire quand il s'agit de militaires, aguerris, en quête de merveilleux, sur toutes sortes d'interrogations et de doutes que le facochère, sorti de son marais, balaie d'un revers de ses défenses, d'autant plus impressionnantes qu'inversement proportionnelles à la culture et à bien entendu à l'intelligence du gourou. Car il y a chez Martinez lui-même, mêlé de ruse, une sorte d'imbécilité. Des opérations à base de considérations astrologiques censées favoriser le contact avec la chose. Aux planches compliquées à l'infini, censées opérer une réintégration de l'homme déchu dans l'entité adamique, autre déviation, puisque pour un chrétien, le nouvel Adam, c'est Jésus-Christ. Et à cet égard, on ne peut qu'approuver son premier disciple, Saint Martin, d'avoir écarté la chose, comme les équinoxes, avant de s'adonner une énième mouture du roucoulement en Dieu. Car bien entendu, s'il y a bien une méthode méritant toutes les critiques que Guénon fait du mysticisme, c'est bien la voix cardiaque de ce petit saint, qui pour rien au monde n'aurait couché avec une femme. Et l'on ne peut qu'admirer dans le site qui nous occupe, donc le site est dit du crocodile de Saint-Martin, qu'une régression à ce point problématique que la filiation Fénélon-Ramsay, Madame Guyon, personnage déjà traité dans notre Nef des Fous, à propos de quelques faiblesses de la com antimaçonnique, soit présentée comme une pure expression de l'ésotérisme chrétien des origines. Mais qu'en est-il de Wiermoos, qui, contrairement à Saint-Martin, s'était évertué en vain et pendant des années à obtenir un contact avec la chose, tout en multipliant les grades intermédiaires, menant au parfait néant des Élucoènes, comme leur nom l'indique, d'une modestie de pétunia. Donc, de proche en proche, notre vigoureux cochonnet, parce qu'il est mort très âgé, il s'est marié entre-temps, organisateur d'un convent de Williamsbad, 1782, particulièrement chaotique, donc les mystiques, les positivistes, ça se passe en Allemagne, se trouvera être comme le parrain du rite écossais rectifié, c'est-à-dire débarrassé de la prétendue filiation templière, mais accro au grade, inventé de toutes pièces par Wiermoos, des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte. Maintenant, si l'ouvrage d'Alice Joly, 1938, donc, auquel même les concernés rendent hommage, est toujours disponible,
peu se montre curieux de sa recension par René Guénon, une étude sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, où la dialectique de ce maître, faite d'aveuglement idéologique et de mauvaise foi, se montre dans toute sa subtilité. Donc, alors, il y en a des kilomètres. Donc, c'est dans le tome 2. Ou non, ou dans le tome 1. Qu'est-ce que ça peut faire? Juin 1939, donc René Guénon. Fait son compte rendu. En effet, il est question d'entrée de jeu des inévitables défauts générés par le point de vue profane, comme si la franc-maçonnerie, de la cave au grenier, et toute obédience confondue, ne relevait pas de cette catégorie, pire, de la parodie, pourtant dénoncée par René Guénon, des rites religieux. Un peu plus loin, Guénon déplore, je cite, l'accumulation de faits purs et simples, auquel il aurait préféré une vue plus synthétique, permettant de dégager le sens de tout cela, à se demander si c'est vraiment donné la peine de lire le prodigieux travail d'Alice Joly, laquelle, non content d'accumuler les faits, les ordonne et surtout les commente de façon à bien faire ressortir la névrose obsessionnelle des principaux intéressés, à commencer par Willermoz, qui poursuivre un tout autre chemin que Saint-Martin, cumule la manipulation, en ce qui concerne son propre système, et la quête effrénée de secrets détenus, pense-t-il, par d'autres organisations, que Guénon, Derechef, qualifie d'initiatique, long comme le bras, ou comme la quenelle, n'est-ce pas? Ce qui est une vaste plaisanterie, surtout lorsqu'il s'agit de groupuscules allemands, faisant le grand écart entre les idées de la Réforme, donc qui avaient balayé tous les ordres monastiques, les pamoisons d'un Jacob Böhm et autres gyrovagues, enfin une filiation templière abandonnée à regret. Habileté ou perversion naturelle. Pour René Guénon, le plus intéressant dans le travail d'Alice Joly est le rôle joué par Mesmer, donc suscité tout exprès pour faire dévier les organisations maçonniques qui, en dépit de tout ce qui leur faisait défaut, comme connaissance effective, travaillaient encore sérieusement à s'effacer surtout de renouer le fil de la véritable tradition. Au lieu de cela, leur activité fut absorbée par des expériences plutôt puériles, qui n'avaient en tout cas rien d'initiatique, sans parler des troubles et dissensions qui s'en suivirent. C'est une phrase admirable que nous avons tenu à citer in extenso. En effet, analysons ce beau raisonnement, comme dirait de Maistre en parlant de l'électricité, et nous voilà piégés par tout un autrefois qu'il suffit de rattacher au fameux montage opératif spéculatif, sans parler d'une initiation virtuelle comme décalquée de la baraka des Tourouk, donc hantée sur les métiers donc, de l'islam, mais qui chez les frères, pour ne pas changer, revient une pure singerie, mais suffisamment séduisante pour retenir dans ses rênes notre vieux chat et à ce point de vue tigre borgne. Relayant sans la moindre hésitation les rituels opératifs, entre guillemets, sortis de la fertile imagination de Stratton et Yarker. Ah, ce svastika tracé au plafond des loges des compagnons bâtisseurs au Moyen-Âge. Alors c'était des baraques en bois. On se demande comment on pouvait tracer un svastika. La lettre G assimilée à iode, etc. Et vers 1929, qui était encore capable, donc il était plus tout à fait jeunot, encore capable de se passionner pour un télégraphe des polaires, lui rappelant sa propre intronisation et des canettes en 1908, comme grand maître d'un ordre du Temple rénové, qui évidemment n'a pas tardé à se dissoudre, et puis enfin réfugié en Égypte, donc en 1936, mais sans aucun rapport avec une quelconque organisation soufie, tout en entretenant mordicus vie une nuée de correspondants à la grande illusion maçonnique et jusqu'à la fondation de la fameuse loge, la Grande Triade. Donc, et pour revenir sur notre toute première vidéo,
Guénon nécessaire mais non suffisant, et même globalement déroutant. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut passer aux questions, éventuellement? Tout Oui. à fait. Tout à fait. Donc moi j'aurais une première question. Donc sur ce Martinez de Pasquali, sorte de juif espagnol ou portugais, comme de juif converti au catholicisme, on est déjà sous Louis XV? Oui, tout à fait. Donc il est né en 1727 à Grenoble, il est mort en 1774 à Port-au-Prince, la même année que ce roi. Donc à 47 ans. Ça fait pas Bézef pour un grand initié. Tu m'as lu ce matin son portrait par Alice Joly. Oui, c'est un portrait décapant qui, en quelques rafales, envoie par le fond les quelques 50 pages où Guénon, tout en pointant les limites des élus Cohen, sorte de hameçon conçu par quelques juifs d'Afrique du Nord, fait pour ne pas changer de grands efforts, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors il y a... Bon, on ne va pas zoomer chaque fois. Bon, il y en a au moins là-dedans, il y a au moins 50 pages. Ah. Là encore, il y en a d'autres. C'est à l'infini. C'est à l'infini, oui. Alors je reviens au départ du coup de ce zoom, puisque j'étais partie vers... Donc il fait des grands efforts pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, il faut que je sois avec le zoom. Donc en fait, aussi beau que le gnome donc verdâtre, qui, dans la guerre des étoiles, instruit le chevalier Jedi. Oui, la comparaison s'impose d'autant plus que, nonobstant la chose, Martinez est du genre analphabète. Donc, je vais faire une petite lecture. Donc c'est donc le livre d'Alice Joly, c'est ça? Tout à fait. Attends, excuse-moi, son livre s'intitule comment? Je ne vois pas d'ici. Un mystique lyonnais et les secrets de la franc-maçonnerie. Impeccable. Comment Pasquali, méridional besogneux, vulgaire et de plus presque illettré, put-il retenir autour de lui quelques esprits distingués dont la ferveur, la ténacité, le talent lui font encore beaucoup d'honneur, donc beaucoup trop d'honneur? Comment ces théories suscitent-elles encore des études non seulement pittoresques mais philosophiques? Les deux problèmes sont connexes. Donc, un certain Le Forestier a mis en lumière que Martinez est fort ignorant de la syntaxe et de la grammaire, tout en étant imprégné d'idées spécifiquement hébraïques. Donc, je cite, « Il possédait une connaissance superficielle des commentaires talmudiques de l'Ancien Testament et des thèmes kabbalistiques, peut-être quelques notions d'hébreu, tout cela d'une façon imparfaite et fantaisiste plutôt qu'à la façon d'un pur rabbin. Mais ce qu'il savait, il le savait de tradition, il l'exprimait avec une conviction entraînante, et il apportait à ces Français catholiques du XVIIIe siècle un écho de la vie mystique des communautés juives, écho autrement original et vivant que les quelques notions décousues qu'ils avaient déjà pu trouver dans les rituels écossais. On peut même imaginer que ce fut justement la couleur hébraïque dont aimait à se maquiller la maçonnerie qui attira l'attention de ce juif mal christianisé sur le rôle qu'il pouvait jouer et décida de sa carrière de prophète. Elle pouvait être pour les autres aussi fructueuse que pour lui-même. Il se sentait capable, sa faconde et son imagination, suppléant à son manque d'instruction, d'enseigner aux maçons la doctrine secrète qu'ils attendaient. Pour lui, la situation d'un fondateur d'ordre n'était pas à dédaigner, elle lui donnait une importance flatteuse, et à condition qu'il gardât la caisse principale des loges, elle pouvait être une source de revenus appréciable. Nous suivrons dans l'histoire de cet homme singulier ce mélange de spiritualisme assez pur et de fallacieuses prétentions, de conviction et de hâblerie, d'orgueil et de petites habiletés qui viennent de son double caractère d'inspiré représentant une tradition ancienne et d'aventurier en lutte avec une sordide réalité. Alors, sur cette chose, sorte d'esprit allié façon Castaneda? Bon, alors, vous avez dans Alexandrien. Je peux que je fasse un zoom là? Très important. Très important. Alors, je fais un zoom.
Segers, puis Payour, 83-95. Oui. L'histoire de la philosophie occulte. Donc à la poursuite de la chose. Oui, ça pointe quand même. Alors il y en a, bon, c'est à mourir de rire. Sur cette chose, oui. Alors dans la fameuse traction, finalement, c'est ça, c'est une sorte de à un moment traction. donné, il y a un pauvre abbé qui a subi, à sa plus grande épouvante, une traction d'une main qui l'a frappé au milieu du corps. Alors, Mais alors, le micmac, alors, rituelique à base astrologique. alors c'est surtout l'assertion comme quoi on ne sait pas ce qui peut se manifester, vagues, passages lumineux, frôlements, mais quand cela arrive, quand livrés eux-mêmes, les adeptes n'obtiennent à peu près rien, Hermos mènera 10 ans avant d'avoir un vague contact. Alors tout ça demeure quand même très différent, et même ça n'a rien à voir avec la démarche et les explications du sorcier acquis. Quant à ces entités du monde intermédiaire, que notre gourou nomme formes glorieuses, émanées du monde céleste, voire surcéleste, ce qui donne l'exacte mesure de Martinez. Question doctrine, alors. À part l'éternel ressuscité du B.A.B.A. de la théologie, chute d'Adam, Résamson et tutti quanti. Alors, rédemption dont Jésus-Christ est remplacé par les opérations de Martinez est parfaitement absent. Avec cela, le péché originel chez Martinez, c'est Adam qui a créé Ève, qu'il appelle l'homesse. En punition de quoi Dieu rétrograde Adam dans cette forme matérielle passive avec laquelle il doit maintenant s'accoupler pour engendrer, car à suivre ce maître, la matière, c'est le mal. C'est quand même dommage alors que la Sainte Inquisition n'ait pu examiner tout ce fatras. Oui, fait pendre Martinez par le génitoire, envoyer Saint-Martin rejoindre Madame Guyon à la Bastille et envoyer Louis Hermos aux galères. Heureusement, la Révolution française n'était pas loin. Mais tu es le premier à dire et à montrer de façon autrement précise que Guénon, que l'Église a perdu les clés de la science. Oui, mais la théorie la plus parfaite reste chose abstraite. Autrement dit, un moine s'engage, un prêtre s'engage, un croyant sérieux s'engage dans une démarche où il n'est pas question de dire je, moi, je, comme un iPhone. Alors que nos initiés, quand ils ne rampent pas, font preuve d'une présomption démesurée. Mais, et le monde magique du héros, comme dirait Evola? Oui, mais toute cette bourgeoisie, pire, cette soi-disant noblesse venue de la robe, d'une vanité, prétention, avarice à couper au couteau, comme dans la Révolution française, ça a rapport avec l'affaire, les impôts, n'est-ce pas? Quel rapport avec le héros ou le chevalier? Mieux avec le simple soldat envoyé en première ligne sous un feu d'enfer par des généraux abrutis ou félons. À propos de magie, on est donc en plein XVIIIe siècle, à la fois pré-révolutionnaire et déjà à fond engagé dans la recherche et la systématisation scientifique. Ben voilà, contrairement à l'Église latine, donc, qui a fourni à l'humanité une pléiade de savants, nos prétendus initiés, par comparaison, sont d'une totale stérilité. Et pour cause. Donc, je vais vous faire une petite lecture. C'est quand même assez formidable. Donc c'est dans le livre de Elle est jolie. Le monde physique était une conséquence de la révolte des anges. Pasquali, comblant hardiment une lacune de la Bible, enseignait que la matière, l'espace et le temps étaient en somme la punition des pervers, la prison où Dieu les avait enfermés pour limiter les effets de leur volonté révoltée. Rejoignant les thèses gnostiques, ces théories voyaient dans le mal l'origine de la matière. Elles entraînent dans toutes sortes de précisions au sujet de hiérarchie des êtres qui constituent le monde physique, esprit planétaire majeur inférieur, esprit de l'axe du feu central dont dépendent des véhicules ou impassifs, des animaux, des végétaux, des minéraux, destinés à l'entretien des formes. Cette classe inférieure des êtres spirituels, corporels, se distinguait surtout des autres parce que l'être créateur ne leur avait pas donné de libre arbitre. Ah non, super niveau.
Mais il y en a bien quelques-uns, nobles ou grands bourgeois, qui font dans l'alchimie. Bien entendu, à commencer par Newton. On n'ose pas le dire, mais 90% de son activité, c'est l'alchimie. Mais nos élus Cohen visent bien plus haut, devenir comme Adam, maître et possesseur de la nature, mais pas comme Descartes, Fermat ou Leibniz, mais par l'opération de la chose. Autrement dit, dans une sorte de régression prélogique et infantile. Mais au fait, René Guénon, encore tout au long des années 20, ne prône-t-il pas une conception essentiellement rationaliste du très grotesque Gadelu? Gadelu, oui, donc le grand architecte de l'univers. Alors, c'est très précisément... Voilà, ce chapitre et compagnie. Oui. Ouais, Guénon, il est là-dedans, il est hyper rationaliste. Il y a aussi un autre chapitre, voilà. Voilà, Marie, on est d'accord. Oui, je suis d'accord, je suis dessus, j'ai pas bougé. Voilà, donc c'est un hyper rationaliste, tout en délirant grave sur Agartha, le roi du monde et autres royaumes souterrains. Là, tu cites ton collègue. Je veux dire Alexandre Palchine. Disons que les mythos, les jobards et les flippés, c'est bien avant Guénon. C'est bien plus grave que le crocodile amoureux, vendu par un certain Léo Taxil aux catholiques. Bon, alors, Oui. c'est assez amusant, c'est là-dedans. Oui. Et puis il y a, juste avant, Les Illuminés de Bavière, ou Le rêve brisé d'un pédagogue, il y a... Alors, je suis partie en arrière. Ça s'appelle comment le titre? Parce que je ne vais pas retenir. Oui, non, mais ça je sais. Société secrète. Société secrète au rendez-vous de l'Apocalypse. Jean Robin, bon, c'est aussi un grand plaisantin, mais enfin bon, ça c'est intéressant. Et alors, attends, son chapitre, alors je suis obligée de me rapprocher à nouveau. Oui. Donc voilà, c'est bien plus grave, n'est-ce pas? C'est bien plus grave, ben oui. Bon, voilà, la reine est ravie, le chat est ravi, et nous sommes ravis, donc c'est un grand bal chez Satan dans le Maître et Marguerite. Merci.